La pousse, c'est un métier. Et avec 3200 tonnes de charge, les 72 000 s'en tirent fort bien, si l'on peut dire. Entre la Saône et la Loire, une ambiance diesel digne des montagnes rocheuses. Parti de Fos-sur-Mer avant l'aube, ce couplage de BB 8100 remonte chaque matin la vallée du Rhône. Un attelage banal, un train parmi tant d'autres. Et pourtant, ce convoi va bientôt connaître un grand moment de traction. Relais à Lyon-Guillotière. Deux BB 67 400 viennent prendre la place des 8100 en tête de la rame. À l'autre extrémité, c'est une CC 72 000 qui se présente pour assurer la pousse. Une configuration exceptionnelle pour pallier le dépassement de la limite de résistance des attelages. C'est le cas avec ce train complet de bobines d'acier qui va devoir gravir des rampes de 10 pour 1000. En tête, aux commandes du couplage, voici Thierry, du dépôt de Lyon-Vèze. Sur la 72 000, à la pousse, voici Alain, du même établissement. 70, c'est moi 2, de Paris à Digoin, t'as compris? 170 Paris-Digoin. Entre les deux, 40 wagons de Coils, soit 3200 tonnes et plus de 600 mètres. Autant dire que la coordination passe obligatoirement par la radio. Pousser. Dès le départ, le ton est donné. Alain met le paquet car c'est à la pousse d'assurer la base de l'effort de traction. En tête, le rôle de Thierry consiste à nuancer cet effort. But du voyage, Digoin, à 140 km au nord-ouest de Lyon, aux confins de la Saône-et-Loire et de l'Allier. Le parcours qui débute combine un profil difficile et une marche tendue. Les tôles d'acier coulées dans la nuit à Fos et encore brûlantes en cette mi-journée doivent être livrées le soir même aux forges de Guignon. Voilà qui explique l'ampleur des moyens mis en œuvre, peut-être un record de France en traction diesel. Faites l'addition vous-même. 2 fois 2400 chevaux en tête égale 4800, plus 3600 chevaux en pousse, total 8400. Une marche tendue, mais contrariée dès les premières centaines de mètres. Ne pousse plus. Ne pousse plus. J'arrête la pousse. Sur la voie E, la rame du 58 574, ça va à la Scarrotte. Immédiatement, Alain a cessé l'effort de traction. Mais seul Thierry connaît la cause de l'arrêt. Carré fermé. Échange rapide avec le régulateur, il convient d'éviter d'imposer l'arrêt complet du convoi, dont chaque démarrage est interminable. Ouais, à l'ouverture. T'as des signaux, Thierry, là? La réponse sera indirecte, mais positive. Tu peux me pousser, c'est ouvert. Pousse-moi. Le train qui cisaillait notre itinéraire a dégagé. À nouveau, la 72 000 donne toute sa puissance.
Maintenant, le convoi laisse la direction de Perrache derrière lui et s'engage dans la tranchée qui conduit vers la Part-Dieu. Montée en puissance et en vitesse. C'est à 60 km/h que nous effleurons les voyageurs qui font les 100 pas sur le quai. Voie libre, mais comme il se doit, les 67 000 referment les signaux sur leur passage et, de la 72 000, on ne voit que du rouge. La pousse, une occasion unique d'accumuler les franchissements de carrés fermés dans le plus strict respect des règlements de sécurité. Après le viaduc sur le Rhône, puis la bifurcation de Saint-Clair, le train s'engouffre dans le long souterrain de Caluire. De l'autre côté, c'est la vallée de la Saône, enjambée par le treillis métallique du viaduc de Collonges. Bientôt, nous allons rejoindre les voies montant de Perrache et avec elles, l'itinéraire historique de l'artère impériale. Bon, bah, ok, merci. Ouais, d'accord. Un secteur chargé où le régulateur prévient Thierry qu'il va rencontrer du jaune. Comme convenu depuis la sortie de la Guillotière, le ralentissement a été anticipé pour que le train n'ait pas à buter sur un nouveau carré. Après une longue marche sur l'air, la vitesse faiblit jusqu'à 10 km/h. Enfin survient le dénouement, le turbotrain Lyon-Bordeaux. Après le dépassement, le train de Cols reprend très progressivement sa vitesse. Il faut laisser au turbo le temps de dégager, puisque nous allons bientôt rouler sur la même voie que lui. Saint-Germain au Mont-d'Or. Après une dernière rencontre entre électrique et thermique, nous allons quitter la grande ligne du Val-de-Saône. Fin de la quadruple voie, puis, dès le début du saut de mouton, interruption de la caténaire. Le train 475 082 pénètre dans son domaine, celui où la traction autonome règne sans partage. Reprise de vitesse. Face à nous, la pleine ligne et la double voie retrouvée. Beaucoup plus loin, on devine à peine les monts du Lyonnais, encore estompés dans la brume. Vu d'ici, l'obstacle paraît dérisoire. Mais dans quelques dizaines de minutes, nous devrons réviser ce jugement. Oui, des chandelles, justement, oui. C'est parti. Des chandelles. Ah ouais, j'ai dû... Après une pointe toute relative, un peu plus de 60, Thierry coupe la traction et se laisse couler. Le train approche de Lausanne. Devant le bâtiment, du plus pur style PLM, c'est un plan de voie encore très fourni, presque intact, qui motive un sévère ralentissement. Car Lausanne reste un véritable nœud ferroviaire. Depuis Saint-Germain, nous empruntions l'amorce de la grande transversale Est-Ouest, celle qui gravit la redoutable rampe des Sauvages,
puis donne les directions de Clermont-Ferrand, Bordeaux ou Nantes. Mais dans quelques dizaines de mètres, notre convoi va laisser la ligne des Sauvages sur sa gauche et obliquer vers le nord sur l'artère de dégagement construite au tournant du siècle entre la rive droite du Rhône, l'ouest lyonnais, et Paray-le-Monial pour soulager l'artère impériale d'une partie de son trafic messagerie. Mais depuis les années 50, le trafic a été concentré sur l'itinéraire de Bourgogne et la ligne sur laquelle nous nous engageons est tombée en léthargie. Dernière étape de l'inexorable déclin, la mise à voie unique à l'automne 95. Comment contenir une pénible impression d'abandon sur un parcours qui ne manque pourtant pas d'attrait? Premier aperçu avec le village perché de Châtillon d'Azergues. D'un côté, gros tonnage et grands moyens. De l'autre, une voie unique qui se fond de plus en plus discrètement dans un cadre naturel presque sauvage. Ce contraste est peu courant en Europe, et lorsque monte au loin le rugissement des 48 cylindres, on s'attendrait presque à voir surgir l'un de ces immenses trains cargos de l'Ouest américain. Dans la basse vallée de la Zergue, le convoi roule à bonne allure sur une rampe qui oscille entre 5 et 6 pour 1000. Effort de traction à fond sur les 3 machines. Depuis Lausanne, c'est vraiment un train sans histoire. Après Ternant, tout de même, la vallée se resserre et l'on commence à noter de brefs passages à 9, puis 10 pour 1000. Aujourd'hui, ces premiers raidillons sont imperceptibles. Sous le grand soleil de cette fin d'été, la puissance l'emporte. Mais sur le rail gras des premiers jours d'octobre, il faudra jouer plus serré avec l'adhérence. PK 66. À l'approche de Lamure-sur-Azergue, Alain interrompt la pousse. À l'avant, Thierry aussi a tout coupé. La traversée de la gare est limitée à 40.
La Mure-sur-Azergue, c'est le seul évitement conservé sur les 95 km qui séparent Lausanne de Paray-le-Monial. 30 km sans point de croisement de Lausanne à la Mure. C'est encore courant, mais le canton qui va s'ouvrir devant nous jusqu'à Paray atteint la longueur record de 65 km. Et c'est là que les difficultés vont vraiment commencer, avec une rampe continue de 10, voire 10,5 pour 1000. Chaque fois qu'un wagon supplémentaire franchit l'aiguille de sortie, ce sont 80 tonnes de plus qui s'engagent dans la rampe. Alain pousse de toute la puissance de sa 72 000, mais ça ne suffit pas. Le régime du diesel augmente, mais le bruit des transmissions, c'est-à-dire la vitesse, décline. Écoutez bien. Enfin, la 72 000 a dégagé. Les 67 000 peuvent à nouveau tirer. Comme bien souvent, le tronçon le plus dur est aussi le plus beau. À 3 km à peine de la Mure, la gare de Saint-Nizier d'Azergues marque l'entrée de la boucle du même nom. À la sortie du tunnel, le train passe la halte perdue de Clavezol, sensiblement à mi-distance du vaste cercle qui lui aura fait gagner 30 mètres lorsqu'il repassera à l'aplomb de sa propre voie. Un site étonnant, même si des 5 viaducs de la partie haute, 2 seulement émergent encore de la végétation envahissante, la Boucle et Grangeneuve. Dans le décor, comme dans les cabines, l'ambiance montagne est évidente. L'aiguille du Tacro n'a pratiquement plus décollé du 40, depuis que le ralentissement de la Mure a brisé notre élan. Mais voici la gare de Poule, au sommet de la rampe. Au bout de la tranchée, c'est le tunnel de fait des Écharmeaux. À l'oreille, on localise facilement le point culminant à 524 mètres d'altitude et l'inversion du profil. Ici débute la descente vers le Charolais, avec un passage privilégié, le viaduc de Mussy-Soudain, un remarquable ouvrage de 18 arches, long de 501 mètres et haut de 60.
On se croirait presque en montagne, mais c'est déjà la plaine. Paradoxe, c'est ici qu'Alain interviendra le plus fréquemment en reprenant l'effort de traction avant chacun des petits dodanes qui caractérisent cette section. Mais bien sûr, c'est dans la montée de la Zergue que le plus dur a été fait. Passé par El Monial, la fin du parcours en dents de scie très atténuée se déroule en bonne partie sur l'air. En gare de Digoin, on s'apprête déjà à la manœuvre, les stings en main. Comme ça, on va rentrer toutes les urgences sur celui-là. Mais celui-là, il va tâcher de le mettre quand même. Et on les marque, non, on les marque pas là. C'est bon, c'est tout. Le train n'est pas encore arrêté devant la halle de transbordement, que l'on sait déjà comment classer les wagons, car il existe bien sûr plusieurs qualités d'acier qui correspondent à des degrés différents de priorité pour l'usine destinataire. Quant au transbordement, il est inévitable. Depuis 1953, Gueugnon a perdu la voie métrique qui la reliait à Digoin. Les projets de reconstruction ne s'étant jamais concrétisés, les 15 derniers kilomètres du voyage incombent à un transporteur routier local. Entre Lyon et les plaines du centre se dresse un obstacle de taille, le col des Sauvages, avec ses rampes de 26 pour 1000. C'est dans tous les sens du terme l'un des hauts lieux des CC 72 000. Dans ces réunions de famille que l'on appelle journée porte ouverte, tous les regards convergent traditionnellement sur l'une des silhouettes les plus avantageuses de la génération. Et il en va toujours ainsi, même si la rencontre est fortuite, même si la robe est celle de tous les jours. Après Dijon puis Clermont, voici maintenant Nevers, dans un centre très élargi, puisqu'il s'étend du Val-de-Saône aux plages de l'Atlantique, les CC 72 000 tiennent le haut du pavé, pardon, le haut du ballast. Et parmi celles-ci, nous remarquerons tout particulièrement la 84e du nom, intentionnellement maintenue dans sa décoration originelle. Brève rencontre à Gièvre, entre Sologne et Berry. Depuis Tours, la grande transversale n'en finit pas de traverser des plaines. Malgré l'absence de caténaire, malgré la sonorité d'une voie qui n'est plus de la première jeunesse, nous sommes ici sur un chemin de fer aussi performant que rectiligne, jusqu'aux abords de Roanne, où nous allons presque changer de monde. Le passage à niveau de la petite route de Notre-Dame-de-Boisset, encore gardiennée, est aujourd'hui à classer parmi les objets rares. Seule la présence dominante de l'élite de la traction thermique nous rattache au temps moderne. Toute proportion gardée. Voici déjà plus d'un quart de siècle que l'endroit figure dans le curriculum vitae très fourni des CC 72 000.
D'un côté donc, Roanne et le bassin de la Loire, et de l'autre, Lyon et le Rhône, sur lequel s'élance le Grenoble-Nantes, pas peu fier de représenter le meilleur du diesel à la française lorsqu'il lui arrive de rencontrer le pire. Une balade plus qu'un voyage. Du côté de Couzon au Mont-d'Or, l'atmosphère sereine des bords de Saône pourrait le laisser croire. Mais le ferroviphile, qui connaît un tant soit peu sa géographie, ne se laissera pas tromper. Entre Lyon et Roanne, le parcours n'est pas de tout repos. La rampe débute au viaduc de Tarare, 26 pour 1000, pas moins. Après 4 km d'ascension à pleine puissance, les trains ont perdu un bon tiers de leur vitesse lorsqu'ils pénètrent dans le long tunnel des Sauvages. Un ouvrage de premier ordre, par son ancienneté, par sa longueur, près de 3 km, mais aussi par son nom, qu'il doit au col et au village tout proche, ce dernier le tirant lui-même du latin « silva », la forêt. Nous voici rassurés. Aux Sauvages, les indigènes sont parfaitement civilisés. Et sur le versant atlantique, les explorateurs du rail pourront apprécier en toute quiétude une véritable réserve du chemin de fer classique. De ce côté aussi, la plus forte pente est très brève, moins de 5 km. Très vite, le profil ne fait plus apparaître que de très ordinaires 8 à 11 pour 1000, puis un très modeste 5 du côté de l'hôpital lorsque la vallée commence à s'ouvrir. Pour ceux qui officient dans les cabines de conduite, le véritable morceau de bravoure n'aura duré que quelques minutes. Dans la plaine, il va falloir faire preuve de patience. Dis chef, c'est encore loin l'océan. Chaumont, Mirecourt, Luzy-sur-Marne et bien sûr Chalindrey. Dans l'Est aussi, il y a des noms de lieux qui font rêver, les inconditionnels des belles locomotives, bien sûr. Comme bien des villes thermales, Vittel dispose d'une gare monumentale. Et derrière une façade de temple grec, construite en 1926, on trouve une salle des pas perdus qui ne manque elle-même pas d'allure, dans un registre bien particulier. Le béton armé, matériau favori des années d'entre-deux-guerres, s'impose dans la coupole qui coiffe l'ensemble, mais partout ailleurs,
il a été soigneusement dissimulé. Dans cet ensemble classé, tout a été conservé en l'état, même si la cohabitation entre le mobilier d'origine, la communication contemporaine et les œuvres de l'artiste local peut paraître inattendue. En temps normal, les voyageurs ne se bousculent guère. Et si l'édifice n'a pas l'importance de ceux que l'on a comparés à des cathédrales, il y règne un silence qui évoque irrésistiblement la nef d'une église. Mais il est des petits matins qui annoncent de grands jours. Il arrive en effet que les CC 72 000 investissent ce domaine habituellement réservé aux autorails. C'était en août 2000. Pendant une longue période de neutralisation de l'itinéraire électrifié pour cause de travaux, la ligne 14 Nancy-Méret par Vittel, d'ordinaire sous-utilisée, a accueilli les grands trains de l'axe Lorraine-Bourgogne. Quotidiennement au menu, le 16 141 Metz-Portbou de matinée et le 16 107 Metz-Lyon de fin d'après-midi, entre autres. Mais nous avons gardé le meilleur pour la fin de journée. Le 16 640 Cerbère-Metz, coutumier d'une lumière vespérale somptueuse. Ces détournements à grand spectacle n'auront duré que 6 semaines, et ils auraient été bien difficiles à organiser sans la présence toute proche d'une base technique de tout premier ordre. Les abords sont on ne peut plus ordinaires. Mais derrière cette architecture quasi militaire se dissimule un véritable sanctuaire des grands diesels. Chalindray, le dépôt des 72 000. En cet été 2003, l'établissement gère encore les 2 tiers du parc. Dans l'immense atelier, on répète les gestes appris voici 35 ans pour apporter quelques soins au groupe AGO de la 41. Quant à la 72 010, elle dévoile son anatomie, ou tout au moins celle du fameux bogie monomoteur, à l'occasion d'une intervention de routier. Non, Michel, je vais mettre dedans. La clé là, t'as essayé? Ça va pas, elle est pas assez longue. On va y arriver là. C'est facile par le dessous, Michel. Ah là, Oui, il manque 1,5 cm. Sous la rotonde, que du beau monde. Là, nous nous intéresserons plus particulièrement à la 72 009,
en phase de tarage. Grosso modo, l'opération consiste à coordonner les puissances respectives du moteur diesel et de l'alternateur électrique pour optimiser le rendement réel de l'engin à ces différents régimes. Depuis peu, un nouvel élément est apparu. Le moteur Pillstick, aussi puissant que le groupe d'origine, mais moins encombrant et moins polluant. C'est ce qui distingue les 72100, avec bien sûr la livrée en voyage, qui, depuis ses premières applications en 2002, aura fait couler presque autant d'encre que de peinture. Une façon élégante de dire que cette nouvelle décoration a été, pour le moins, controversée. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Et chacun se forgera son opinion, en profitant de l'un de ces côtoiements propices à la comparaison. L'important restera peut-être ce paradoxe éminemment révélateur. Pour véhiculer une image nouvelle du chemin de fer, on a choisi une locomotive plus que trentenaire. Les concepteurs des années 60 ne pouvaient rêver plus bel hommage de la part de leurs descendants. Mais la plaque tournante de Chalindray vaut aussi par son sens figuré. À la croisée des chemins, se succède une multiservice avec son rapide Paris-Bâle et une bleue descendant des Vosges vers le sud en tête d'un train entier de trémies. Le décor est planté, mais le tableau reste dominé par la célèbre ligne 4 et ses trains grande ligne, avec les 72 000 en exclusivité.
Au courant Paris-Bâle s'ajoutent, sur la section haut-marnaise, les trains de l'axe Dijon-Reims. Rendez-vous en gare de Langres. Sur cette desserte classée TER, les compositions sont moins fournies. L'autorail pourrait bien finir par prendre la relève et, ici, les 72 000 sont peut-être au crépuscule de leur carrière. Lumière matinale intense du côté d'Amblanc, lorsqu'approche le premier Mulhouse-Paris de la journée. En tête, seul l'œil exercé aura reconnu l'une des rares multiservices. On appréciera mieux cette décoration flatteuse, mais très minoritaire et aujourd'hui menacée, avec des cadrages plus classiques, comme par exemple dans la tranchée de Crévenay. À l'inverse de la livrée multiservice, les couleurs du fret se sont rapidement propagées. Et il restera de ce début de siècle de nombreuses images de contre-emploi. Autant d'illustrations d'une nouvelle donne qui est sans doute un peu vite venue contrarier l'ancien idéal de la locomotive universelle. Mais il y a tout de même des 72 000 fret pour remorquer des convois de fret. Et pour la dernière décoration en date, s'imposait cette image triomphale de l'une des compositions les plus riches de la ligne, prenant de la vitesse sur le viaduc géant de Chaumont. Mais une visite de la ligne 4 ne saurait se concevoir sans une matinée à Luzy-sur-Marne. Dans la brume persistante, l'écluse hors du temps somnole encore. Lorsque monte au loin le grondement d'une 72 000 en pleine vitesse. Brutalement tiré de sa torpeur, le site va finir de s'éveiller sous les premiers rayons d'un soleil printanier. Et la voie d'eau, comme la voie de fer, va renaître à la vie.
Rare coïncidence. Un bateau est présent dans le sas au moment précis où se profile un rapide. Quelques secondes à peine pour le passage de la 72 000, une bonne dizaine de minutes d'immobilité pour la péniche. Oh, ça doit faire à peu près ça, hein, la vie. Je vais pas regarder. Moi, je pense que ça va être dans les heures blancs. Mais la lenteur du transport fluvial n'est qu'apparente et relative. Déjà, le monstre de 250 tonnes de charge se met en mouvement, l'étrave pointée dans la direction de la ligne de partage des eaux. Plus loin, pour le marinier et sa famille, ce sera la descente de la Saône, puis du Rhône. Et dans 3 jours, ils seront rendus à Sète. Entre nous, un wagon isolé ferait-il bien mieux? Sur le canal comme sur la voie ferrée, le calme est revenu, mais ça ne durera pas. C'est maintenant une péniche avalante, c'est-à-dire naviguant vers l'aval, qui pénètre dans le sas. Nous allons pouvoir assister à toute l'opération. Et la digression nous sera sans doute pardonnée. Le mécanisme des portes et des vannes provient des mêmes usines qu'un certain diesel V16 entré dans la légende. Comme il se doit, les plaisanciers prêtent main forte aux éclusiers avant de reprendre leur navigation, jusqu'à l'écluse suivante, bien sûr. Une chose est certaine, ils arriveront à destination après les voyageurs de ce corail qui filent vers l'ouest. Mais l'histoire ne dit pas si l'écart s'exprime en heures ou en jours. Ces 2 bateaux seront les seuls de la matinée. Heureusement, la voie ferrée et ses locomotives vedettes sont plus actives que la voie d'eau. Mais si le canal hors du temps peut être considéré comme éternel, on ne se risquera pas à en dire autant de celles qui se mirent quotidiennement dans ces eaux. Dans les années à venir, l'écluse de Luzy pourrait bien perdre beaucoup de son charme.